Donc, on va garder le couloir central pour le joueur intérieur. Donc, tu vas libérer la balle, meneur. Là, tu vas courir dans l'aile. Toi, Naël, tu vas courir au milieu. Il n'y a pas de défense, Théo, pour l'instant. C'est derrière, là-bas, derrière. D'accord? Et tu viens, donc la balle va être libérée dans une aile. Tu viens au bloc la demander, tu t'écartes. Tu la donnes intérieure. Et quand on la donne intérieure, bouge pas. Du côté des deux, il y en a un qui va couper. D'accord? Donc si ça peut être Aurel qui coupe extérieur raquette et tu vas remplacer. Et après, tu vas t'écarter. Et tu vas ressortir la balle à un des deux et tu vas venir faire un écran. D'accord? Et après, on va jouer l'écran, on marque et c'est les autres qui partent. On fait que ça pour l'instant. Partez de là. C'est bon pour vous là-bas? Allez, go! Très bien. Hop, écran. Voilà, parfait. Très bien. Go! Du côté des deux, une coupe. Non. Une coupe, c'est profond. Donc c'est soit Ousmane qui coupe board raquette là, et toi tu vas remonter Maxime, soit Maxime coupe et Ousmane tu remplaces. D'accord? Et après tu vas ressortir la balle, soit Maxime, soit Ousmane. Mais d'abord tu les laisses couper. Allez, go! Là, tu la ressors à quelqu'un et tu viens faire écran. Voilà. Allez, go! Vite! Courir! Vas-y, Paco, vas-y! Très bien, Adama. Bouge la balle, tu peux même faire une deuxième passe. Très bien. Bon, c'est une entrée de séance. Il faut savoir que, bon, à l'INSEP, on a la chance, il y a un préparateur physique avec les gamins, et que, donc, avant cette séquence que vous avez pu voir, donc il y avait une dizaine de minutes où le préparateur physique fait un peu de travail de proprioception, les met un peu en tension, quelques traversées de terrain avec du dribble, ce qui fait que les gamins sont déjà un peu échauffés. Malgré tout, donc dans les objectifs de la séquence que vous avez pu regarder, donc il y en a plusieurs. Mais le premier, à ne pas négliger, il est quand même physiologique, c'est-à-dire que c'est quand même la fin de l'échauffement. Voilà, et c'est pour ça qu'on commence d'ailleurs sans opposition. On va voir après une seconde séquence où il y aura des défenseurs, mais donc en début, on a d'abord commencé, là vous avez vu que 2-3 minutes, mais ça va durer une petite dizaine de minutes, à peu près 6 ou 7, où donc les gamins, une fois qu'ils vont avoir bien compris la situation, vont de plus en plus insister sur la vitesse, le rythme, les traversées, la vitesse des traversées, des mises en place, et on va petit à petit rentrer dans les détails. Donc, quels sont les détails de cette situation d'un point de vue basket? D'abord, le respect des couloirs. Vous avez pu remarquer que j'ai dit, entre autres, que le couloir central était réservé prioritairement aux joueurs intérieurs. Secondairement, on va dire parfois aux meneurs, mais que par contre, les deux autres extérieurs doivent courir large, le plus près possible des lignes de touche et le plus vite possible. La sortie de balle. Donc pour ça, il est important que le meneur soit disponible, se montre, parfois communique même pour dire qu'il est ouvert. Et ensuite, donc on parlait de la vitesse de course, c'est fondamental. Souvent, le même exercice, si on le fait à demi-vitesse, a peu d'intérêt. Là, on parle d'une situation de jeu rapide. La première volonté, c'est de créer un surnombre. C'est-à-dire que sur cette situation, quand le grand court, par exemple, dans l'axe central, s'il a battu tout le monde à la course, il est tout à fait possible d'envisager que le meneur lui passe la balle directement pour qu'il se matche. Si ça n'est pas le cas parce que le repli défensif est en place, là, on va passer par une passe à l'extérieur, puis une passe à l'intérieur. Les autres aspects qui sont très importants dans cet apprentissage, c'est le fait de mettre dans la tête des gamins
que lorsqu'on met la balle intérieure, tout ne doit pas être figé, on ne doit pas juste donner la balle intérieure et attendre que quelque chose se passe. Il faut créer de l'espace pour que cet intérieur puisse jouer. Et on peut aisément penser que si les autres joueurs sont statiques, on va faciliter les aides défensives, ce qui peut être un frein à ce que le grand puisse s'exprimer. Alors, donc, ce qui est demandé là, par exemple, à l'opposé, on pourrait très bien demander que le joueur qui a passé le ballon coupe et qu'il soit remplacé. Il y a de multiples situations. Là, il ne faut pas vous arrêter à ce qui est fait. Ce qui est important, c'est plutôt la philosophie. C'est-à-dire, je donne la balle intérieure et on va bouger. Donc là, on bouge à l'opposé parce que il y a la suite. Et la suite, c'est la ressortie. Aujourd'hui, dans le basket actuel, vous constatez qu'il y a de moins en moins de jeux postés. Et en tout cas, quand il y a du jeu posté, c'est plus pour créer du jeu collectif que pour vraiment finir sur le jeu posté. Alors, par exemple, en NBA, il y en a pratiquement plus du tout. En Europe, il y en a davantage. Mais avec des organisations offensives qui sont autour et qui permettent souvent de trouver des situations pour les joueurs extérieurs. Donc, c'est très important pour les joueurs intérieurs d'avoir en tête tous ces paramètres-là. C'est-à-dire que le travail pour attraper la balle, la prise de position. Donc, pourquoi on demande d'abord de courir dans l'axe et puis ensuite d'aller au ballon et prendre le bloc? Parce que souvent, l'un des défauts constatés, c'est que le grand va directement s'installer au bloc. Et quand il fait ça, souvent il est contesté et au lieu d'avoir la balle au bloc, il l'a 1 mètre ou 1,50 m à l'extérieur de la raquette. Et donc le fait d'aller sous le cercle et puis ensuite de se présenter au bloc, ça doit lui permettre, avec un travail préalable, de recevoir la balle dans des conditions qui sont préférentielles, à savoir tout près de la raquette. Donc ça, c'est un premier point. Donc le deuxième, c'est sa capacité à ressortir la balle. Voilà. Parfois, et surtout chez les jeunes, les intérieurs sont des trous noirs. Voilà, lorsque vous leur passez la balle, elle ressort jamais. Et donc, la conséquence malheureuse de cet état de fait, c'est que les joueurs extérieurs, finalement, ils la passent de moins en moins, et on a un jeu qui est de moins en moins équilibré et qui manque surtout d'alternance. Donc, c'est très important que les grands sachent que lorsqu'ils reçoivent la balle, bien sûr qu'il faut être agressif, il faut d'abord prendre les informations. Alors là, on ne voit pas le dire, mais c'est une des consignes que je vais dire à un moment donné aux gamins, c'est-à-dire que dès qu'ils attrapent la balle, regardez au-dessus de leur épaule pour visualiser la situation, où sont les défenseurs, comment exploiter les positions des défenseurs pour mieux soit jouer pour soit ressortir la balle. Donc la deuxième phase, c'est de ressortir la balle. Alors à l'opposé, pourquoi ? Pour que la course qui va précéder l'écran soit importante. Voilà, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut enseigner chez les jeunes joueurs. C'est la vitesse pour aller poser l'écran. Voilà, il y a des critères qui sont obligatoires. C'est qu'il faut attendre l'écran. Mais pour le joueur extérieur, le fait d'attendre l'écran, c'est pas toujours facile. Parfois, on est sous pression défensive. Et donc, si le grand met 5 secondes pour venir poser l'écran, souvent, on assiste à des erreurs techniques, à savoir que le meneur, l'arrière, ne va pas attendre l'écran, il va partir avant que celui-ci soit posé. Et du coup, le grand va récupérer une faute offensive parce qu'il voudra quand même ralentir le défenseur et il ne le fera pas dans le respect des règles. Donc, c'est très important que les joueurs de grande taille sachent que pour aller poser l'écran, c'est une course rapide, quasiment un sprint, et c'est seulement sur le dernier mètre 50, alors en fonction 2 mètres, 1 mètre si le joueur a des très bonnes cannes, qu'il faudra ralentir et ajuster son écran. Donc ça, cette coordination entre le porteur de balle et le grand, elle est très importante. Attendre l'écran pour le porteur de balle et vraiment le poser correctement pour le grand. Alors, comment le poser correctement ? C'est l'épaule du défenseur qui donne l'indication. Le travail du joueur intérieur, c'est d'entourer l'épaule donc du défenseur porteur. Et donc, ça, souvent, c'est aussi négligé
parce qu'on a plus affaire à un croisement ou un écran qui est, on va dire, qui est posé de façon aléatoire. Et donc, il faut insister sur ça. Et pour insister sur ça, d'un point de vue pédagogique, dans un premier temps, il faut limiter les contraintes. C'est-à-dire que si vous faites du jeu à 100% tout de suite, vous ne l'obtiendrez pas. Donc, dans un premier temps, il faut demander, par exemple, aux défenseurs d'être complaisants, c'est-à-dire de ne pas bouger dans tous les sens au moment où l'écran arrive. Ça, il pourra le faire dans un deuxième temps, pour justement que le travail soit plus approfondi. Et dans un premier temps, tant que la balle n'a pas bougé, tant que le porteur n'a pas bougé, le défenseur ne doit pas bouger, ce qui permet vraiment au grand d'apprendre à poser un écran, d'ajuster son écran, d'entourer l'épaule du défenseur, et à ce moment-là, la qualité va être meilleure. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'instant sur cette première situation. Aynol, Aynol. Bien, bien. Bien. Bien joué. Très bien. Allez, c'est parti, go, go. Vite, vite. Brice, Brice. Ok, stop, stop, stop. Là, on donne la balle en bas. Au joueur intérieur, tu vas en bas, Ousmane. Théo, t'es en haut. Adama, il était sur Maxime au moment de la passe. Au départ, tu étais là-bas. Ici. D'accord. Donc là, il reste un seul défenseur. Quand tu coupes, tu fais quoi? Voilà, tu le touches. Voilà. Et là, au lieu d'avoir une interception comme on a failli avoir, on a un tir ouvert. Maintenant, on joue dans la spontanéité. Dès que quand on coupe pas pour faire plaisir. On essaye d'avoir la balle et de scorer. Et quand on remonte comme ça, pareil. Et si la défense est là, on enchaîne pareil, on vient faire l'écran. D'accord? On commence, on donne la balle à Maxime. Et on commence. Tu peux rester là, tu peux rester là. C'est pareil. Allez, go! Bien, bien, vite l'écran, vite. Attends l'écran, Théo. Bien joué. Top, 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 top. Venez là, tous là, tous là, tous là, tous là. Vous êtes malade? C'est un exercice de contre-attaque, c'est pas demi-vitesse. Là, il faut aller le plus vite possible. Alors bien sûr, les trois défenseurs sont en place. Mais on essaye, on fait comme s'ils partaient en même temps que nous. On va le plus vite possible. Il y a un temps de repos, c'est facile. Et en défense, la période défensive, je ne vous demande pas d'être à fond. Mais par contre, quand on est en attaque, quand on attrape la balle là-bas, là, pour l'instant, vous êtes à 70%. 70%, on ne travaille pas ce qu'on veut. Il faut aller le plus vite possible. On repart là-bas, les rouges. Allez, allez. Vite, 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 vite. Allez, vite, 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 vite. Bien joué. Courir, courir. Bien joué. Bien joué. La situation, c'est un 4 contre 3. Donc forcément, là où d'habitude, dans un match normal, on est obligé de travailler pour prouver un surnombre, là, il est créé par la situation. Ça fait partie. Tout à l'heure, j'ai parlé des contraintes progressives. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, on donne un avantage à l'attaque notoire. Bon, très souvent, le porteur de balle, celui qui va passer la balle à l'intérieur, est défendu par un joueur. Il donne la balle à l'intérieur, il y a un deuxième défenseur. Donc,
comme dans mon intervention, il y a un seul défenseur à l'opposé. Pourquoi je suis intervenu? Parce que la première fois, le joueur qui a coupé, il a coupé dans le vide. Le défenseur était en bas et il est passé à côté, ils se sont croisés. Bon, et d'une façon, j'espère, la plus simple et la plus claire possible. Quand il reste un défenseur comme ça et qu'on a deux attaquants donc à l'opposé, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Il faut enseigner que il faut éliminer ce défenseur. Donc, sa position est importante. Si, par exemple, il est très large, le joueur qui coupe, il y a vraiment un espace pour recevoir la balle, il peut couper pour recevoir la balle. Parce que c'est un panier facile, ça va être un lay-up et il faut jamais s'en priver. Mais là, en l'occurrence, le défenseur, il était dans la raquette. Donc, quand il est dans la raquette, c'est une erreur. Bon, d'une part, on peut pas avoir la balle pour marquer le panier puisqu'il est dans la raquette. Mais par contre, si on coupe à côté de lui et qu'on s'écarte, on change rien à son intention. C'est-à-dire que lui, il était là pour protéger la raquette et puis pour prendre la première passe et on ne va pas l'empêcher. Et c'est pour ça qu'il a failli faire l'interception sur Ousmane Dieng qui était en train de remonter. Parce qu'en fait, il n'avait pas été ralenti. Et donc, ce que je reprochais à Théo Pichard, c'est lorsqu'il a coupé, s'il avait fait un contact, alors un écran, mais des fois, c'est même pas un écran, il aurait permis à Ousmane Dieng d'être tout seul à remonter. Alors que là, il a failli avoir une interception. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes de mesurer et de maîtriser. Parce que souvent, le basket collectif, ça se joue sur le dernier défenseur. La plupart des organisations défensives, le dernier défenseur a une forte responsabilité. Donc on peut comprendre facilement qu'en attaque, le fait d'éliminer le dernier défenseur, bah, c'est ce qui permet d'avoir une solution qui est évidente et facile. Voilà. Donc voilà un peu pour parce qu'il n'y a rien à ajouter. Le reste c'est la même situation qu'avant. Hein.